Bonjour à tous et à toutes. Dans cette vidéo, nous allons voir une application des différents tests d'hétéroscédasticité. Donc pour ce faire, nous allons considérer la base de données performance.txt, donc qui reporte 400 collèges et lycées, donc qu'on retient comme unité statistique. Nous avons différentes variables dans cette base, donc un indicateur composite de la performance des élèves qu'on note perf, le nombre d'élèves dans l'établissement NBR, la proportion d'étudiants étrangers ne maîtrisant pas la langue de travail et TRG, la proportion d'enseignants titulaires TITU, proportion d'élèves dans la restauration est subventionnée proportion d'élèves dans leur première année au sein de l'établissement que l'on note nouveau. Donc, ce qu'on voudra voir, c'est est-ce que notre terme d'erreur est hétéroscédastique ou pas. Donc au préalable, on doit d'abord estimer, importer nos packages, etc., etc. Donc on va d'abord, dans une première cellule, importer tous les packages qu'on juge utiles. Donc l'ensemble des packages librairies que l'on veut utiliser par la suite. En fait, ça nous permet d'avoir un code beaucoup plus clair. Donc comme ça, on sait directement, lorsqu'on va revenir sur notre Jupyter Notebook, ce que l'on a fait en termes d'analyse et quel package on a utilisé. Donc là, ce que l'on va importer, tout d'abord, on va commencer avec notre librairie favorite, à savoir Panda. Donc parce qu'on en aura besoin pour importer, manipuler des données. Ensuite, dans du package Panda, on va importer DataFrame et ReadCSV. Ensuite, on aura besoin de librairies pour les visualisations de données pour faire des statistiques descriptives et des graphiques. Donc les matplotlib, .pyplot et Seaborn. Ensuite, on importe notre librairie favorite donc pour les modèles économétriques, donc statsmodels.api, et on va utiliser, donc on va ensuite importer des fonctions de la librairie. Donc de statmodel diagnostics, on va importer deux fonctions. Donc la fonction brushpagan, donc qui nous permet de faire le test de brushpagan, et white, donc il va nous permettre directement de faire le test de white. En fait, ça va nous simplifier l'écriture de notre code parce que comme vous le voyez, au lieu d'écrire statsmodel.stats.diagnostics.hétérogénéité brushpagan, on peut écrire directement brushpagan. Donc ce qui va nous simplifier grandement la vie. Donc c'est d'autant plus utile si vous devez faire plusieurs fois ce test. Donc ce qu'on doit commencer par faire, donc c'est importer le fichier dans un data frame. Donc comme d'habitude, la première étape, vous connaissez la chanson. Nous écrivons le chemin du fichier, d'accord? Donc on l'appelle file, donc chemin du fichier. Ensuite, on crée un data frame qu'on appelle def. Donc pour cela, on va utiliser, vu qu'on a un txt, on doit utiliser la fonction readCSV du package panda. On indique que le séparateur, c'est un espace, donc /t. Ensuite, on va vérifier ce que l'on a bien importé les données, donc c'est ce qui est fait. Donc soit vous imprimez, soit vous regardez les colonnes, soit vous regardez les premières lignes du data frame. Donc df colonne nous affiche cela, et lorsqu'on affiche les premières lignes du data frame, on obtient cela. Donc maintenant que nous sommes assurés que nous avons bien importé nos données, donc je vais vous expliciter rapidement la régression que l'on va mettre en place. Donc ce que nous allons mettre en place comme régression est la chose suivante, mais en fait c'est très simple, on veut comprendre les facteurs à l'origine de la performance des élèves. Donc la performance des élèves est notre variable endogène. Donc vous voyez ici, donc performance qu'on régresse sur une constante, sur les subventions, sur la proportion d'étudiants étrangers ne maîtrisant pas la langue étrangère, sur le nombre de nouveaux élèves, sur le nombre de professeurs titulaires et le nombre NBR, c'est la proportion... non, NBR c'est le nombre d'élèves dans l'établissement et nouveau, c'est la proportion de nouveaux élèves, enfin, c'est le nombre de nouveaux élèves dans l'établissement. Donc, afin de mener à bien notre estimation par les moindres carrés ordinaires, nous devons procéder en trois étapes. Tout d'abord, on doit indiquer à Python ce que sont nos variables explicatives et notre variable expliquée. Ensuite, on doit indiquer à Python donc quel modèle on va estimer. Donc on va utiliser la librairie statsmodel pour ce faire. Ensuite, on va estimer et afficher les résultats que l'on obtient. Donc on va d'abord définir
un nouveau data frame qui ne contient que la variable expliquée, donc y égale df perf. En gros, vous indiquez à Python que vous extrayez la variable performance du data frame df et que vous lui attribuez le nom k. Ensuite, on fait la même chose avec les variables explicatives. Donc on crée une variable var explicative, ok, et donc de cette variable, on va extraire, donc de cette variable, on crée un nouveau data frame x. Ensuite, on va indiquer à Python que x, donc notre matrice des variables explicatives, il faut lui ajouter une constante. Donc en fait, il y a une fonction addConstant du package statModel. Donc en fait, il va rajouter à notre matrice x une colonne de 1 afin de rajouter la constante. Ensuite, comme vous le savez déjà, notre régression s'écrit y égale x bêta. Donc comme d'habitude, on va définir une variable mode. Donc statsModel.ols yx. Donc on utilise la fonction ols du package statsModel en indiquant à Python que y est notre endogène et x est notre matrice des variables explicatives. Donc jusque là tout va bien. Ensuite, dans un troisième temps, excusez-moi, nous allons estimer les coefficients et afficher les résultats. Donc, résulte, on utilise donc la commande mode.fit, ok, donc on stocke dans result et ensuite on va demander à Python, excusez-moi, d'afficher les résultats de façon structurée. Donc on va lui dire result.summary, ok, donc il va comprendre qu'il faut qu'il affiche un résumé des résultats et qu'il doit les afficher avec la fonction print. Donc nous obtenons donc le tableau suivant. Donc où nous avons variables dépendantes, le modèle, la méthode d'estimation, le nombre de degrés de liberté, etc., etc. Et ici, ce qui nous intéresse, c'est nos variables explicatives. Donc subvention, nombre d'étrangers, nouveau, nombre de titulaires, nombre d'étudiants. Ensuite, ce qu'il est important de voir, c'est que Python met des warnings. Donc le premier warnings nous indique que les écarts types supposent que la matrice de variance-covariance des erreurs est correctement spécifiée. Donc c'est-à-dire que nous sommes en présence de résidus homoscédastiques et non autocorrélés. D'accord? Donc c'est ce que nous allons tester par la suite à l'aide de nos deux tests, donc le test de Broche-Pagan et de White. Donc oui, en gros, là vous voyez, donc ici c'est la t-stat, ici vous avez les p-values et ici vous avez l'intervalle de confiance, vous avez le coefficient de détermination ajusté, la f-stat, la p-value associée à au test de significativité globale, la log likelihood, c'est-à-dire la vraisemblance, AIC, BIC, les critères d'information. Ensuite, vous avez la statistique de Durbin-Watson, le test de Jark-Bera pour la normalité, la p-value associée au test de Jark-Bera, le Skouness et le Kurtosis, et un autre test encore. Alors, euh, on va commencer maintenant donc par tester la présence d'hétéroscédasticité. Donc, ce qu'on va faire, on va procéder comme ce qu'on a vu dans la vidéo précédente. Donc, on va récupérer les résidus et on va tester l'hétéroscédasticité des résidus, l'hétéroscédasticité à partir de ces résidus sur les variables explicatives. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est que on avait d'abord, dans la vidéo précédente, on avait calculé entre guillemets à la main les résidus, mais là, ce qu'on peut faire, c'est récupérer directement l'objet résidu de résultat. Ok? Donc dans results, donc une fois qu'on a lancé le code mode.feed, il y a des choses, donc il y a des objets qui sont stockés par Python et notamment résid. Donc là, ce qu'on va faire, c'est conduire les tests. Donc une fois qu'on a récupéré les résidus, on va tout simplement faire le test de Broche-Pagan et le test de White. Donc, comme vous le voyez, on indique à Python de print résultat du test de Broche-Pagan 2 points. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire le test hétéroscédasticité de Broche-Pagan. Donc la variable sur laquelle nous testons l'hétéroscédasticité sont les résidus en utilisant la matrice des variables explicatives x. Ensuite, on fait la même chose sur le test de White. On a résidu, donc sur la matrice x. Donc on teste l'hétéroscédasticité des résidus sur la base de la matrice x. Donc
Ce que vous voyez, c'est que c'est très simple. Ici, vous avez les résultats du test de Broche-Pagan. Ici, le résultat du test de White. Donc, ces deux tests ont pour hypothèse nulle l'homodasticité. Donc, là et là, ce que je vous montre avec le curseur, c'est tout simplement la statistique de type Lagrange multiplier. Là et là, donc, c'est la statistique de Fisher. Et ce que vous avez ici et ici, ce sont les p-values associées à chacune des statistiques. Donc là, nous avons la statistique de test associée au Lagrange multiplier. Ici, la statistique de test associée au test de Fisher. Idem ici, idem ici. Donc c'est très simple ce que l'on voit, c'est que toutes nos p-values, donc ici, ici, ici et ici sont inférieurs à 0,01, donc ce qui veut dire que nous rejetons l'hypothèse nulle d'homoscédasticité. Et donc cela veut dire que nous sommes en présence de résidus qui sont hétéroscédastiques. Donc ce qui est important, c'est de savoir que ça va affecter la variance des coefficients estimés. Donc il ne va plus être minimal. Donc on ne pourra pas faire nos tests de nous ne pourrons pas faire nos tests de student. Donc ce qu'il faut qu'on fasse, c'est que nous procédions à une correction. Donc on va procéder à une correction de White, d'accord? Donc il va nous permettre d'avoir la variance du terme d'erreur qui est minimale, donc qui est robuste à la présence d'hétéroscédasticité. Donc ce qu'on va faire, c'est comme précédemment, on va procéder en 3 étapes, d'accord? Donc on définit le modèle, donc c'est le même modèle que pour l'MCO classique. On estime le modèle par la méthode DMCO, mais on va prendre une autre matrice de variance-covariance pour la variance du bêta chapeau. Donc on a une matrice de covariance de White. Donc en fait ce qu'il faut qu'on fasse pour l'indiquer à Python, c'est tout simplement spécifier l'option covType, donc le type de la covariance, HC0 ou HC1 ou HC2 ou HC3, pour qu'en fait il compute, donc il calcule une autre matrice de variance-covariance pour les bêta. Donc on a un nouveau nom donc pour notre modèle, donc on a corrected mode, donc on utilise la OLS, donc la fonction OLS du package stats model, donc Y est l'endogène, X est l'exogène. Ensuite on va tout simplement appliquer donc l'attribut donc point fit, donc l'attribut fit, excusez-moi, donc à notre modèle estimé, et donc on va lui spécifier que on veut une matrice de variance-covariance de type weight. Donc nous mettons tout simplement covType égale, donc on ouvre les guillemets HC3. Et donc maintenant ce qu'il est important de voir, c'est la chose suivante. Donc on print les résultats, donc print corrected result. Donc les résultats avec une matrice de bêta chapeau, matrice de variance covariance pour bêta chapeau de type white. Et donc nous demandons à Python de comment dire cela, de nous afficher les résultats. Donc ce qui va changer, ce n'est pas les coefficients estimés, mais tout simplement les t-stats que vous avez ici et les p-values également. Et donc la principale différence que vous allez voir par rapport au tableau précédent, c'est celle-ci. Donc je vous le montre rapidement, enfin rapidement, nous avons le temps. Donc il nous dit warnings dans le tableau 1. Donc dans le tableau 1, c'est le tableau sans correction de white. Donc il nous dit que les écarts types, donc les écarts types associés aux différentes variables, suppose que la matrice de variance-covariance des erreurs est correctement spécifiée. Autrement dit, on suppose que les erreurs sont homoscédastiques et non autocorrélées. Or, ici, Python nous indique que les écarts types sont robustes à l'hétéroscédasticité. Donc là, nous avons donc des résultats qui sont robustes à l'hétéroscédasticité. Donc on va voir ce qui se passe au niveau des écarts types des différentes variables très rapidement. Donc par exemple pour la subvention l'écart type est de 0,165, il passe à 0,163. Donc ça va, ce n'est pas une grosse modification. 0,206 pour la deuxième variable. Donc 0,207, 0,426 pour la ensuite compte 0,440, donc ça commence à bouger pas mal. Ensuite, le nombre de titulaires et le nombre, donc c'est 0,271. Vous voyez qu'on passe de 0,238 à 0,271. Donc en fait,
le changement dans les écarts types va affecter la valeur des statistiques de student, d'accord? Donc, ce qu'il faut voir, c'est que précédemment, donc toutes nos variables étaient significatives au seuil de 10%, nouveau était significatif au seuil de 5%, d'accord? Donc, on constate quoi? Donc, nos variables, donc, sont toujours toutes significatives au seuil de 10%, ok? Donc, en corrigeant de l'hétéroscédacité, cela ne va pas modifier grandement, enfin, cela modifie quelque peu la significativité des variables, mais ça peut être pire parce que vous pouvez vous retrouver dans des situations dans lesquelles certaines variables qui étaient significatives ne le deviennent plus lorsque vous prenez en compte l'hétéroscédasticité. D'accord? Donc là, vous voyez qu'on peut avoir des résultats un peu étranges, donc qui feront l'objet de traitements dans les vidéos suivantes. Donc vous voyez que lorsque vous subventionnez les élèves, cela a tendance à avoir un effet négatif sur la performance, d'accord? Donc ce qui est assez étrange comme résultat. Donc cela peut être peut-être dû à la présence de multicollinarité entre vos différentes variables. Donc c'est ce que nous verrons dans une prochaine vidéo. Je vous remercie pour votre attention.